Allez, rebonjour. Nous sommes sur la deuxième table ronde de cette matinée. Elle concerne les services pour et par le vélo. Parmi nos invités, donc, nous avons Cécile Balestrini qui représente la métropole. Nous avons en visio Monsieur Alain Blasco qui représente Transdev et Monsieur Laurent Benvenuti qui représente la Fédération nationale des transporteurs voyageurs. Et pour le réseau associatif, nous avons le réseau associatif Ramdam, donc nous avons Cyril Pimentel de Vélo en Ville, Martial Comble, les coursiers solidaires, et nous attendons Maxime du Colombier pour vous parlez des vélos cargo, pour les vélos cargo à Marseille. Voilà. Sans plus attendre, je vous propose de passer la parole à Cécile Balestrini. Et nous devrions avoir également, s'il arrive à se connecter, le vice-président de la métropole, monsieur Henri Ponce. Il est présent. Ah, il est présent. Ah, bah alors, un miracle. Le miracle de la technologie, cher monsieur. Ah, ça passe pas. J'y suis. On vous entend. Merci beaucoup. Est-ce que je vous prie de m'excuser pour tout à l'heure? J'ai eu des gros problèmes de connectique. Pardonnez-moi pour avoir loupé la première réunion. Merci beaucoup. Donc, monsieur Henri Ponce, vice-président de la métropole en charge des transports. Exactement. Je vous passe la parole. Allez-y, monsieur Ponce. Bien, merci beaucoup. D'abord, je voulais m'excuser auprès de tout le monde d'avoir loupé la première réunion qui m'a semblé fort intéressante puisque je n'ai pu entendre que la fin de la réunion. Et encore mille excuses auprès de tout le monde. Et très heureux de participer avec vous pour cette deuxième colloque, réunion, comme vous voulez, concernant les modes de transport doux, les vélos. Et bonjour à tout le monde. J'attends le début de la réunion et si vous me demandez d'intervenir, ce sera avec grand plaisir. Merci beaucoup. Vous reprendrez la parole ensuite pour parler plus des sujets de la matinée. Alors. Menez le débat comme il vous plaît, ça ne me pose pas de problème. Je vous en prie. La parole à Cécile Balestrini alors. Et monsieur Maxime du Colombier arrive. Oui, bonjour à tout le monde. Donc, Cécile Balestrini, donc moi je suis en charge des mobilités actives au sein de la métropole côté mobilité. Donc c'est dans mon service qu'on a travaillé sur le plan vélo et qu'on travaille sur un plan piéton métropolitain. Donc en matière de service, moi je pourrais peut-être après revenir sur ce qu'a mis en place la métropole. Notre feuille de route, elle est assez claire parce qu'elle est publique. Hein, c'est ce qu'on a annoncé dans le plan vélo pour la grande majeure partie des actions de service. Donc accompagner évidemment en lien avec l'augmentation des aménagements cyclables, la partie service, on le sait, le développement du vélo, pour pédaler, il faut deux jambes, et donc pour développer le vélo, il en faut deux aussi. Donc, il faut évidemment beaucoup d'infrastructures, et des infrastructures sécurisées, continues, maillées, mais il faut aussi des services qui soutiennent l'usage, qui communiquent, qui sensibilisent. Et c'est ce qu'on a essayé de faire en fait dans le plan vélo, c'est d'essayer d'avoir ces deux jambes et de les développer de façon conjointe. Alors des fois, il y en a une qui avance plus vite que l'autre, mais je reviendrai peut-être sur les services. On a notamment pour l'année 2020 et du fait du confinement, alors on ne s'attendait pas forcément à un deuxième confinement, on n'a pas été forcément très visionnaire là-dessus, mais on avait beaucoup accéléré la sortie de notre service de location longue durée, le Vélo Plus, qui est arrivé là début octobre, mais j'en reparlerai. Et sinon, on a les autres services comme le stationnement vélo sécurisé qui ont pris une nouvelle ampleur en 2020, mais peut-être que je reviendrai par la suite sur les services. Voilà un peu le... D'accord. Oui, peut-être que tu peux développer un peu plus. Ah bah je peux, oui. Évidemment. Donc si vous reprenez en fait sur le plan vélo, donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de services qui accompagnaient une grosse partie des actions très fortes sur les infrastructures. Je ne vais pas revenir puisque ça sera l'objet d'une future table ronde sur l'avancement justement de la réalisation de ce réseau structurant métropolitain avec cette annonce de ligne
vélo sécurisé. Alors, on n'a pas fait, à l'époque, on n'a pas fait le RER, hein, parce que nous, on n'a pas de RER, mais on était déjà, enfin, je dis ça parce que je pense qu'on est assez au courant dans le monde du microcosme vélo de ce que fait Paris de France et de l'annonce de leur ligne vélo de type RER. Donc, nous, on était déjà sur des lignes vélo. Alors, je ne dis pas qu'on était en avance, mais parfois sur l'idée de lignes vélo comme des lignes de transport, donc des lignes vélo sécurisées, métropolitaines. Donc ça, c'est une action évidemment très forte du plan vélo. On y reviendra vendredi avec le réseau secondaire. Le reste, c'était beaucoup de services. On en parle beaucoup. La question du stationnement vélo sécurisé, c'est une action forte. Alors, en effet, la métropole n'est pas forcément compétente pour développer tous les types de stationnement vélo sécurisé. Elle est très fortement compétente pour les développer au niveau des gares routières, puisqu'on est autorité organisatrice de la mobilité. Donc, c'est ce qu'elle a fait, puisqu'on est une métropole récente à l'échelle des collectivités. 2016, ça peut paraître moins, mais pour nous, c'est assez récent. Donc déjà, le premier travail, ça a été d'harmoniser, puisqu'à l'époque, si vous étiez à Aix, vous aviez un type d'abri vélo avec un parcours client, un tarif. Si vous étiez à Aubagne, c'était différent. Si vous étiez à Marseille, encore différent. Donc là, on a tout harmonisé. Tous les abris vélos de l'ensemble de la métropole, les 20-25 qui sont de Istres à Aubagne, à Aix, en passant par Pertuis, Trèves et Marseille, maintenant sont toutes aux couleurs de la métropole, tous un même parcours client, une même politique tarifaire, donc gratuit, mais avec un abonnement. Et ils ont, voilà, il y a un nouveau parcours client qui a été lancé à la rentrée de septembre. Et on est en train de déployer de nouveaux abris, sachant qu'on se déploie évidemment en coordination avec les communes, qui, elles, sont plus orientées sur le stationnement vélo résidentiel. Donc là, je sais qu'Aix-en-Provence, même Marseille l'a annoncé récemment, sont en train de mener un travail pour développer du stationnement vélo sécurisé à visée résidentielle, pour les gens qui ne peuvent pas garer leur vélo chez eux, notamment dans les hypercentres. Certains utilisent des abris vélos qui sont au niveau des gares routières, des points d'échange. Ils ne sont pas forcément placés juste en bas des habitations. Donc ça, c'est beaucoup les communes qui agissent sur ce plan-là, et on est très en lien, parce qu'après, on se refile, on fait des réunions ensemble, on a à peu près les mêmes personnes qui produisent des abris vélos, il n'y en a pas non plus des centaines sur le territoire métropolitain. Et puis on travaille très fortement avec la région qui a annoncé tout dernièrement relancer sa politique en matière d'installation d'abris vélos sécurisés au niveau des gares. Alors, je sais que c'est difficile toujours s'y retrouver dans toutes les compétences de chacun, mais c'est vrai que la région est compétente au niveau des gares TER, et donc elle va relancer l'installation d'abris vélos au niveau de ces gares. Donc on est en coordination avec eux pour déjà qu'on n'installe pas tous les deux même abri au même endroit, ça serait un peu pas forcément pertinent, et essayer d'avoir un parcours client qui soit quand même assez simple, des abris vélos qui se ressemblent et un parcours client assez uniforme. Donc voilà une grosse thématique pour nous sur l'année 2020, le stationnement vélo sécurisé. Le stationnement vélo non sécurisé, c'est aussi une thématique très importante. J'en parle moins parce qu'elle est reliée à la voirie, mais donc aux communes, voire au territoire. Je sais qu'il y a des actions très importantes qui sont faites, parce qu'on a travaillé avec le territoire de Marseille-Provence pour les aider à développer du stationnement en RAC sur les espaces publics, qui est non sécurisé, mais qui est aussi très important parce qu'ils vont développer forcément beaucoup plus. Ça, c'est le stationnement vélo. Évidemment, ce qu'on a fait aussi au niveau de la politique métropolitaine, c'est intégrer, c'est important pour nous, c'est que dans nos boutiques de la mobilité, qui sont les boutiques qui vendent les offres de transport, l'idée, c'était d'intégrer le vélo. Que le vélo soit, dans les mentalités et dans les faits, véritablement un service de transport. Alors, ce n'est pas un transport collectif, des fois on peut transporter 2 enfants, mais c'est un transport individuel. Et on veut que ça devienne un outil de notre politique de transport. Donc c'est intégré dans les boutiques de la mobilité, et normalement, les personnes vont pouvoir vous renseigner sur les différents services vélo, tout comme le numéro unique transport, qui vous renseigne aussi sur ces sujets-là. Pour parler des transports, je sais qu'on va en parler avec un de nos opérateurs. Il y a des expérimentations et puis des avancements sur l'intermodalité. L'idée, c'est qu'au moins, au niveau des vélos clients et des trottinettes, elles puissent être emportées dans tous les réseaux.
Alors, c'est en train de se mettre en place. Tous les réseaux n'ont pas encore fait évoluer leur réglementation. RTM l'a fait, d'autres réseaux sur d'autres territoires l'ont fait. Et on fait des expérimentations pour transporter cette fois-ci des vélos non clients. Je sais qu'on aura une intervention, notamment sur le réseau Ulysse, qui a fait cette expérimentation très importante, puisqu'elle était située à un nœud, notamment sur l'itinéraire vélo-route. Il y a un nœud, un point dur. Cette ligne permet une continuité qui est quand même assez importante. Et peut-être sans trop rentrer dans tous les services, mais un autre service qu'on a accéléré, qu'on a sorti en un temps très très contraint parce qu'on voulait accompagner le déconfinement de la rentrée, c'est reconfiné, c'est notre service de location longue durée, le Vélo Plus, qui a été mis en place en octobre. Un service qu'on a voulu donc assez simple, assez accessible, avec un tarif un peu unique grand public, des tarifs mobilité liés au fait que vous ayez un abonnement de transport et des tarifs solidaires, et une offre de vélo qu'on a essayé de rendre un peu pluriel pour pouvoir répondre aux différents enjeux de mobilité. Évidemment, un vélo classique, électrique, que vous pouvez retrouver comme un vélo, voilà, un vélo classique, et aussi des vélos un peu plus spéciaux, des vélos clients, puisqu'on sait quand même que notre territoire est marqué par des enjeux de déplacement interurbain très, très, très forts, et qu'il faut pouvoir transporter son vélo, et qu'aujourd'hui, tous les cars ne vont pas du jour au lendemain évoluer pour pouvoir transporter un vélo classique. Or, ils ont la possibilité de plus facilement transporter des vélos clients. Donc, on a un vélo client qui va arriver au printemps et un vélo familial. Donc, ces fameux vélos qu'on voit de plus en plus sur le territoire, qui sont rallongés, qui sont plus costauds et qui permettent de mettre 2 enfants d'un certain âge pour les emmener à l'école. On en parlait à la réunion précédente. Le premier maillon de déplacement pour certaines catégories de personnes est d'emmener les enfants à l'école. Et comme on ne peut pas le faire, comme on n'a pas l'habitude, ou c'est difficile de le faire autrement qu'en voiture, souvent c'est une des raisons qui nous est évoquée. Ah ben oui, je dois emmener mes enfants, je dois les récupérer, donc je ne peux pas faire autrement que de prendre ma voiture. Donc on essaye de promouvoir ce type aussi de vélo qui permet d'emmener les enfants. On les voit d'ailleurs sur les vélos. Donc voilà, donc l'offre Vélo Plus, et puis je vais peut-être arrêter là sur les services parce que je répondrai aux différentes questions, mais les autres services du plan vélo sont en cours aussi de déploiement. Peut-être les lister sans rentrer dans le détail, et on reviendra dessus. Alors, les autres services, bien sûr, les autres services du plan vélo, on avait notamment, donc, je vous l'ai dit, l'intégration dans les boutiques de la mobilité. On avait un référentiel technique, on annonçait, référentiel technique sur les questions d'aménagement cyclable. Donc, on a un peu du fait notamment de ne pas être compétent sur toutes les communes, qu'on a transformé en guide d'aide à la conception pour un réseau cyclable attractif. Donc, on s'est fait accompagner par un bureau d'études qui avait une bonne expérience, qui a travaillé sur pas mal de guides au niveau national pour concevoir ce guide qu'on a voulu, n'étant pas maître d'ouvrage, enfin, n'étant pas maître d'ouvrage, c'est-à-dire que ce n'est pas nous, Métropole Mobilité, qui allons réaliser des aménagements cyclables, tout au moins sur la plupart des communes et des sujets. Donc, on a voulu un guide qui puisse servir aux communes, qui puisse un peu, peut-être, sans vouloir, je ne sais pas si Jérôme Cassagne est toujours avec nous, mais un peu condenser, vulgariser les recommandations du CEREMA autour d'un même guide. Donc, c'est un peu l'objet de ce travail. On l'a présenté aux associations il n'y a pas si longtemps, on l'a présenté aux communes, on l'a présenté au territoire. On est en train de le finaliser pour le sortir, on espère, au début de l'année, un petit peu en même temps qu'on finira les études de faisabilité des lignes vélo pour le Marseille, et de le proposer aux communes. On espère que ça leur apportera des réponses et une aide pour la réalisation ensuite des aménagements. On annonçait beaucoup aussi d'actions en direction des associations. Donc, on a mis en place un comité de suivi du plan vélo depuis la mise en place du plan vélo, d'ailleurs depuis à peu près septembre 2019. Donc, un comité qui se réunit, alors ça dépend, tous les mois et demi, 2 mois environ, voilà, souvent, mais qui se réunit pour parler des différents sujets du plan vélo. On annonçait aussi un GPS vélo, des outils digitaux. Donc, on a notifié un marché à GeoVélo, qui est un GPS vélo assez connu sur le territoire national. On a notifié un marché cet été. Alors, GeoVélo, aujourd'hui, ça voudrait dire que vous pouvez le télécharger,
mais l'évolution qui va être proposée, c'est déjà de mettre à jour l'ensemble des données. Alors, il y a un gros travail associatif, donc on s'appuie beaucoup là-dessus. On vous en a parlé, puisque les associations ont beaucoup mis à jour les données. Les données, ça veut dire à quel endroit on a une piste cyclable, à quel endroit on a une bande cyclable, par où on se passer. Alors, voilà, donc il faut que ce GPS, pour qu'il puisse proposer des itinéraires pertinents, il puisse s'appuyer sur une base de données qui est une base de données accessible, puisque c'est OpenStreetMap, une base de données à jour. Sinon, forcément, il risque de mal vous guider. Donc, c'est un gros travail, ça, avec les communes, avec les associations, pour que tout soit bien à jour. Et puis, pour l'enrichir. Parce que GeoVélo peut être enrichi d'itinéraires, un petit peu de loisirs, de découverte du patrimoine, de cibler un peu les points d'intérêt. Parce que ce que je disais, dans le déplacement du quotidien, on ne va pas toujours mettre son GPS. Normalement, on connaît son trajet. Donc, le GeoVélo, il est intéressant pour les touristes, mais aussi pour les gens qui font du vélo au quotidien, peut-être pour faire d'autres itinéraires que le plus rapide pour aller à son travail ou aller à son école, itinéraire qu'on a un peu intégré. Donc, on devrait le lancer au printemps aussi, environ. Il sera annoncé puisqu'il sera normalement opérationnel à ce moment-là. On s'est rapproché évidemment du département, de Bouches-du-Rhône Tourisme, pour qu'on puisse faire remonter des itinéraires aussi de loisirs et des itinéraires de tourisme, puisque l'idée de développer le vélo-tourisme est aussi un point très important. Et puis un marché qui nous concerne pour le coup, puisque c'est Ramdam qui l'a gagné, c'est le marché de lutte contre le vol. Alors, ce n'est pas évident, lutte contre le vol, c'était quand même un marché un peu global, mais en gros, ce qu'on va mettre en place ensemble en début d'année, alors le confinement ne s'y prête pas forcément, mais quand même, c'est du gravage. On a un décret, donc on vous en parlera sûrement mieux que moi, un décret qui est sorti rendant le gravage, donc le marquage avec un numéro d'identification. Encore une plaque d'immatriculation, mais quand même, on s'en rapproche des vélos. Il va être obligatoire pour les vélos neufs à partir du 1er janvier et d'occasion revendus à partir de juillet. Et nous, on voulait accompagner un peu cette obligation légale, déjà la faire aussi connaître, mais accompagner les gens, notamment ceux qui ont déjà un vélo, pour les faire marquer. Et puis aussi en profiter pour leur donner quelques conseils pratiques pour éviter le vol de vélo. Alors même si on n'arrête pas un voleur professionnel, maintenant ils ont des petites disqueuses sans fil et ils font ce qu'ils vraiment s'ils veulent voler ou voler, ils y arrivent. Mais il y a quand même, alors je ne vais pas dire pourcentage, mais une grosse partie de vols qui sont aussi liés à une attache du vélo qui n'était pas forcément la plus sécure. Donc, il y a quelques petits conseils comme ça, pratiques, que peuvent donner. Je suis très contente que ce soit Ramdam qui regroupe toutes les associations qui gagnent ce marché, parce que là, pour le coup, on a vraiment des personnes qui vont pouvoir donner des conseils vraiment pertinents sur comment faire pour éviter pour limiter, pas éviter, mais au moins limiter au maximum le fait de se faire voler son vélo. Donc voilà, en gros, alors j'en oublie des services, mais en gros, tous ceux qui sont en train de se mettre en place. Donc, pas mal de choses en 2020, encore des choses en 2021. Et voilà, se déroule. D'accord. Juste avant de passer la parole à M. Blasco, qui représente Transdev, et M. Benvenuti, qui représente la FNTV, un mot pour présenter Ramdam, parce que je ne l'ai pas fait ce matin. Ramdam, donc, c'est un réseau d'associations, un rassemblement d'associations sur le territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence. Et donc, c'est des associations que vous pouvez trouver sur le pays d'Aix, sur Cérès de la Ciotat, sur le pays d'Aubagne, sur Marseille, bien sûr, avec 3 associations, sur l'ouest de l'étang de Berre, sur le pays salonnais, et puis également un collectif de salariés d'Airbus qui a créé un Back Together, donc pour les déplacements domicile-travail en vélo. Et puis, et la plupart de ces associations, outre leur action en faveur du développement de l'usage des modes actifs, dont le vélo et le développement également des transports collectifs, agissent également sur des services. Et Cyril en parlera et nos amis en parleront tout à l'heure, sur différents services à proposer aux usagers cyclistes ou ceux qui deviendront usagers du vélo. Voilà. Monsieur Blasco, si vous êtes là. Monsieur Blasco. Alors, Monsieur Benvenuti.
Bonjour, vous m'entendez? Oui. Donc bonjour à toutes et à tous. On donnera la parole tout à l'heure, je pense, à Alain Blasco qui a mené au plan opérationnel l'expérimentation car plus vélo sur le réseau Ulysse de la métropole. Je veux d'abord vous remercier pour votre invitation. Je veux vous remercier aussi de nous permettre aujourd'hui de penser, de réfléchir ensemble à autre chose qu'à la crise sanitaire. Merci beaucoup. Je représente devant et avec vous la Fédération nationale des transports de voyageurs. Donc, j'excuse mon élu, Antoine Séguré, président de la FNTV 13, qui est retenu par d'autres obligations. En 2 mots, la FNTV est une fédération professionnelle qui rassemble et regroupe des opérateurs publics et privés de transport non urbain de voyageurs, donc des entreprises de transport qui exercent, on va dire, tous les métiers du transport public, services réguliers, services scolaires, services librement organisés, cars et bus touristiques. Le sujet que vous posez aujourd'hui, qui est celui de l'articulation entre le système vélo et les réseaux de transport collectif, relève, à mon sens, de la question, on va dire, plus large et maintes fois débattue de l'intermodalité. L'intermodalité est un enjeu central. C'est un peu la pierre philosophale, on va dire, de toutes les politiques, de toutes les politiques transport. Et l'intermodalité a d'abord et avant tout été pensée comme une articulation entre les réseaux et les modes traditionnels de transport collectif, car, bus, métro, tram et train. Beaucoup a été accompli sur le sujet, beaucoup reste à accomplir et on pourrait en faire de nombreux colloques. Mais aujourd'hui, l'intermodalité, elle est pensée de manière beaucoup plus globale, puisqu'elle est vue et envisagée comme étant une articulation entre toutes les solutions de mobilité, et notamment une articulation entre les réseaux traditionnels de transport collectif, notamment ceux qu'organise la métropole d'Aix-Marseille-Provence ou la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et les mobilités dites douces et actives. Et ce virage, il est assez récent, puisqu'il a été pris au plan juridique en 2014-2015 avec les lois MAPTAM et la loi NOTRe, que vous connaissez peut-être parce que c'est la loi, entre guillemets, qui crée notamment la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Mais dans cette loi, entre guillemets, il y a des choses très intéressantes sur le terrain de l'intermodalité, notamment avec la désignation de la région comme étant chef de file de l'intermodalité, mais aussi une transformation des autorités de transport en autorités des mobilités durables. Ce virage, il a été confirmé il y a maintenant à peine un an avec le vote et la promulgation de la loi d'orientation des mobilités. C'est une nouvelle loi d'orientation qui, presque 40 ans après la loi d'orientation des transports intérieurs que vous connaissez toutes et tous, est censée écrire la nouvelle partition, on va dire, des mobilités pour les 10, 15 à 20 années qui viennent. Et la LOM correspond très exactement à ce changement de modèle, à ce changement de paradigme qui est sous-tendu par le glissement sémantique, on va dire, des transports vers les mobilités, et qui consiste à considérer qu'une réponse durable et vertueuse à la demande de déplacement exige de brandir et d'articuler une boîte à outils beaucoup plus épaisse, beaucoup plus diverse que les seuls systèmes traditionnels de transport collectif. Et dans ce texte très riche, dans la LOM, qui comporte, je le rappelle, 189 articles et qui exige de prendre quasiment 90 décrets d'application, nous trouvons dans ce texte une disposition qui est très précise et qui est relative à l'intermodalité car plus vélo. C'est l'article 53 qui crée un nouvel article dans le Code des transports, et cet article il dispose qu'à partir du 1er juillet 2021, les autocars neufs qui sont utilisés pour des services réguliers de transport public routier de personnes, à l'exception des services urbains, soient équipés donc à leur mise en service d'un système qui permet de transporter au minimum 5 vélos non démontés. Le texte ajoute que les autorités organisatrices peuvent déroger à cette obligation sur décision motivée pour les services qu'elles organisent, et un décret donc doit définir dans les mois, dans les semaines qui viennent, les conditions d'application de ce présent article aux services librement organisés qu'on appelle autrement les cars Macron. Donc, ce qu'il faut retenir de cette disposition nouvelle qui est introduite par la loi d'orientation des mobilités, c'est premièrement qu'elle ne concerne que les autocars. Donc, dans le même texte, on retrouve une autre disposition sur les trains, mais ce n'est pas l'objet de la table ronde. Donc, elle ne concerne que les autocars et donc que les services non urbains. Elle ne concerne que les services réguliers, donc les cars et bus touristiques notamment sont exclus du champ d'application du texte. Elle s'applique aux véhicules neufs qui seront renouvelés donc à compter du 1er juillet 2021. Et les autorités organisatrices peuvent y déroger sur décision motivée. Donc la LOM pose
pas simplement des principes, elle pose une obligation légale avec un calendrier. Reste maintenant un travail de déclinaison, on va dire, de cette obligation légale sur le terrain opérationnel. Et pour cela, évidemment, le réseau des acteurs a mobilisé. Et le réseau des acteurs va nécessairement concerner les autorités de transport. Elles sont aujourd'hui présentes dans la table ronde. Les opérateurs de transport, notamment ceux qui sont fédérés par la FNTV, les associations et singulièrement, on va dire, le réseau Ramdam, mais aussi les industriels et constructeurs de cars qui ont beaucoup à dire, entre guillemets, sur les solutions techniques qui sont aujourd'hui en capacité de nous proposer pour répondre à cette obligation légale et à ce besoin qu'expriment de nombreux usagers. Donc, ce travail d'exploration, ce travail de concertation, il a commencé et nous l'avons entamé très tôt sur le territoire métropolitain, donc avec la métropole, avec Ramdam, avec Transdev. Et c'est l'expérimentation dont Alain Blasco va vous parler très rapidement et qui concerne 2 lignes régulières du réseau Ulysse. C'est un travail qu'on a commencé aussi à décliner avec la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour laquelle la solution qui a été retenue dans le cadre de l'expérimentation métropolitaine qui consiste à aménager l'intérieur d'un véhicule n'est pas forcément une solution duplicable et avec laquelle on réfléchit sur d'autres types de solutions. C'est un travail qu'on a également entamé avec les industriels. Donc, on a réuni les constructeurs d'autocars le 19 novembre dernier pour parler, certes, de transition énergétique. J'ai entendu tout à l'heure qu'il fallait que les modes de transport collectif soient vertueux. Donc, on parle beaucoup de transition énergétique avec les constructeurs d'autocars, mais on a aussi parlé des systèmes et des solutions techniques pour permettre l'emport des vélos. Je dois vous dire, ça reste entre nous, qu'à l'heure qu'il est, l'état des réflexions des industriels sur le sujet est assez… on est au démarrage, entre guillemets, de la réflexion, même si le texte a été voté il y a 1 an. Je dois avouer qu'en matière de solutions techniques, aujourd'hui, pour l'essentiel, ce que nous proposent les industriels, c'est la position, l'installation d'un rack à vélo à l'arrière du véhicule, avec les avantages et inconvénients que ce type de système peut emporter. Donc, on est à 7-8 mois aujourd'hui. On est à 7-8 mois aujourd'hui de l'échéance qui est fixée par le texte. Et il faut donc poursuivre ce travail de concertation et d'évaluation avec, pour moi, 4 questions principales qui vont devoir être posées et je pense résolues de manière collective. La première question, c'est la question technique. Quelle est la solution d'emport qui est non seulement satisfaisante pour les véhicules affectés au service régulier, mais qui est aussi satisfaisante en termes de niveau de service pour les usagers. Et toutes les solutions techniques aujourd'hui proposées ne sont pas forcément très ergonomiques. Deuxième question, c'est une question sur le niveau d'offre. Quels sont les services du réseau métropolitain ou du réseau régional qui doivent être équipés en priorité? Et comment cette articulation vélo plus car, elle s'insère dans le système vélo plus global, on va dire? Est-ce qu'il y a, entre guillemets, des logiques de rabattement par les pistes cyclables sur les gares routières? Est-ce qu'il y a des stationnements sécurisés en gare routière pour permettre la dépose des vélos? C'est des questions qui ont été abordées, mais qui me paraissent évidemment centrales pour réfléchir, entre guillemets, de manière plus vaste à cette intermodalité car plus vélo. On a un troisième type de questionnement sur l'aspect réglementaire. Quelles sont les responsabilités partagées du conducteur du car, de l'usager qui arrime son vélo, du transporteur ou de l'autorité de transport? On a aussi, nous, en interne, des questions techniques pour faire valider et homologuer les systèmes techniques que nous allons proposer, avec des normes notamment fixées par nos arrêtés techniques qui sont très contraignantes. Et puis, il y a une question économique, il ne faut pas l'éluder non plus. C'est quoi le coût, entre guillemets, pour les opérateurs et pour la collectivité? C'est quoi l'impact de cette intermodalité car plus vélo sur la vitesse commerciale du système de transport métropolitain? Il faut le regarder de très près aussi. Et puis, quel équipement, entre guillemets, on doit produire, notamment sur les points d'arrêt ou dans les gares routières, pour permettre un emport et, entre guillemets, une intermodalité car plus vélo qui soit la plus efficace et la plus fluide possible. Donc voilà, on a un texte qui pour nous évidemment est une nouvelle partition, un texte qui date d'à peine 1 an, qui met en place une obligation légale avec un calendrier et qui exige, à mon sens, une concertation aussi bien technique que réglementaire la plus aboutie possible pour permettre que cette bascule annoncée par la LOM soit une réponse durable et fiable aux besoins qu'expriment les usagers. Merci, Monsieur Benvenuti. On va donner la parole à Monsieur Blasco, qui représente l'exploitant Transdev sur le réseau. Vous m'entendez? Oui. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter en fait l'expérimentation qui a été faite, on va dire, en partenariat avec donc la métropole de Marseille, avec la FNTV, donc avec Laurent qui a participé avec nous en fait à toutes les réunions, avec l'Adréal qui a été quand même
l'organisme d'État qui nous a orientés et guidés sur les choix que l'on pouvait faire sur le type d'équipement. Et donc, Ramdam avec M. Petit qui était aussi présent pour en fait, représenter, on va dire, les associations de vélo. Je vais essayer de vous partager, on va dire, une présentation que j'ai faite, comme ça, ce sera peut-être un peu plus concret. Vous me dites si vous voyez à l'écran donc la présentation. On voit. Donc voilà, vous avez en fait donc tous ceux qui en fait ont participé à cette expérimentation, donc la métropole de Marseille, Ramdam, la FNTV, Transdev et l'Adréal. Donc c'est une expérimentation qui a été lancée début 2019. Donc là en fait on a mis en place, on va dire, ce nouveau système. Je vais vous présenter en fait les. Voilà. Donc, vous voyez l'intérieur d'un autocar, on va dire qu'on appelle low entry, c'est-à-dire qu'ils sont moitié plancher bas, moitié plancher haut. Donc, c'est des autocars et non pas des autobus. Et en fait, il y a 2 racks qui ont été mis à l'intérieur qui remplacent, on va dire, 2 rangées de sièges dans lesquels on peut emporter, on va dire, 3 vélos, 2 grands et 1 petit, et de chaque côté. Donc, à l'intérieur, on a 6 vélos. Donc, on est un peu au-delà de ce que, on va dire, préconise demain en fait la loi d'orientation de mobilité, que seront, on va dire, avec 5 vélos. Donc, on est un peu précurseur. Vous voyez ici donc l'aménagement, donc c'est 2 racks pour 3 vélos, que donc il y en a 2. On a mis en fait ces équipements dans les véhicules qui sont sur les lignes 1 et 2 du réseau Ulysse, donc qui vont sur Port-Saint-Louis. Alors, on a visé Port-Saint-Louis, pourquoi? Parce qu'il y a une grande piste cyclable qui est la Via Rona, qui rejoint donc la Camargue au lac de Genève, et qui était très demandée au niveau donc, de l'Office du tourisme pour avoir une solution pour pouvoir emporter des vélos. Donc, on pensait au départ beaucoup toucher les cyclotouristes et peut-être un peu moins, on va dire, les cyclistes en fait locaux, actifs et autres. Et en finale, on va voir là que donc au total, sur une journée, on va dire, on avait un nombre de courses pour la ligne 1 et la ligne 2 qui étaient équipées avec des porte-vélos. Que l'on voit en fait ici, en fait, tout ce qu'il y a eu comme validations qui ont été faites. Bon, le Covid, bien sûr, ne nous a pas aidés. On voit qu'il y a plus, on va dire, de montées pendant la période estivale et le déconfinement, et que ça redescend. Mais on se retrouve, on va dire, depuis le début juillet, où on a commencé à comptabiliser les montées avec vélo, donc à plus de 100 montées avec vélo à l'intérieur des véhicules. Voilà, donc la ligne 1, c'est donc la ligne qui va donc à Port-Saint-Louis par Miramas, et la ligne 2, c'est la ligne qui part de Port-de-Bouc, qui va, Martigues, pardon, qui va à Port-Saint-Louis. Donc jusqu'à présent, on n'a pas eu de réclamation. On va dire qu'on a eu une très bonne, on va dire, un bon retour de la part des clients et même des conducteurs, puisqu'on voit qu'il n'y a pas eu de problème pour monter le véhicule, dans le véhicule. Il n'y a pas eu de problématique de vélo tombé. Il n'y a pas eu de retard sur la ligne, ce dont parlait tout à l'heure Laurent, avec des problèmes qui pourraient engendrer des retards sur la ligne. On a juste une réduction de la visibilité à l'arrière pour le conducteur qui ne voit pas les clients en fond de véhicule. On a des vibrations dues à ces racks qui sont fixés au sol, mais qui sont en train d'être réglées avec des cylindres blocs qui vont être mis. Et ensuite, on a donc notre fournisseur qui est quand même sur Valence. Donc, ça a été quand même une opération où il a fallu amener tous les véhicules sur Valence pour pouvoir monter ces racks. Ça fait changer toute la configuration du véhicule. Donc, il faut repasser ce qu'on appelle au contrôle technique pour pouvoir en fait homologuer le véhicule avec ces racks. Au niveau donc de ce que l'on veut faire à court terme, c'est une enquête pour voir en fait
je dirais, la satisfaction des utilisateurs et donc avoir une communication qui va être croisée avec l'offre de location des vélos électriques qui est en train de se mettre en place sur la métropole. Pour votre information, donc c'est une opération qui a coûté un peu plus de 65 000 €. Donc ça veut dire à peu près 8 000 € par autocar. Il y a 8 autocars qui ont été équipés sur la métropole pour faire cette expérimentation. Voilà en ce qui concerne cette expérimentation et le partenariat de Transdev avec la métropole, l'Adréal, la FNTV et Ramdam pour présenter une nouvelle solution qui est un peu précurseur de la loi d'orientation des mobilités, avec des constructeurs qui vont être ingénieux pour trouver des solutions pour pouvoir emporter les vélos sur les véhicules, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Mais on a été confronté à beaucoup de contraintes quand même au niveau des espaces, au niveau des espaces extérieurs, des hyperstructures à l'avant du véhicule sur lesquelles on ne peut rien mettre, contrairement à certains pays où on peut mettre des porte-vélos à l'avant, par exemple. Voilà, donc il y a beaucoup de contraintes. On espère que le fait que cette loi soit, on va dire, aujourd'hui sortie, qu'on va avoir des solutions innovantes, puisque là, c'est vraiment une opération qui a été faite avec une solution vraiment sur mesure et qui se fait sur des véhicules plancher bas. On sait que sur un autocar qui a un plancher beaucoup plus haut, pour pouvoir avoir des soutes et emporter des bagages, c'est un peu plus compliqué à monter un vélo dedans. Donc, on espère qu'il va y avoir quelque chose qui va être proposé par les, on va dire, les constructeurs. Monsieur Petit, quand je lui ai parlé la semaine dernière de cette réunion, m'a dit, quand je lui ai parlé d'une solution qui était faite sur Arles, il m'a dit, bah, parlez-en. Donc, Transdev sur Arles a mis une navette avec des triporteurs pour pouvoir accéder au centre-ville, qui est tout piéton. Donc, aujourd'hui, on va dire, ces petits triporteurs qui permettent d'emmener, on va dire, 2 personnes, qui en fait circulent sur un itinéraire bien défini en centre-ville, intramuros de Arles, et qui permettent, on va dire, d'amener les gens sur, on va dire, un circuit et avec une tarification gratuite pour l'instant. Voilà. C'était encore une autre solution, voie douce, que, on va dire, Transdev aujourd'hui est en train d'exploiter. Donc, c'était juste pour vous montrer ce que l'on peut faire et que l'on sait faire, sachant que le prestataire qui aujourd'hui est sur Arles sait faire aussi du transport logistique avec ses petits triporteurs, mais bon, ce n'est pas dédié, on va dire, à du transport de personnes. Voilà ce que j'avais à vous présenter. Je reste à l'écoute si vous avez des questions. Merci beaucoup, Monsieur Blasco. Et donc, ces triporteurs font partie du contrat dans le cadre de la délégation de service public sur les transports collectifs sur Arles. C'est ça? C'est ça. Voilà. Actuellement, il y a une DSP sur Arles dans lequel il y a ce produit pour faire des navettes en centre-ville où on ne peut pas accéder avec des véhicules. Merci beaucoup. On va continuer sur les services vélo. Donc là, on va passer au service par le vélo. Et donc, la parole à Cyril Pimentel. Ensuite, pour Collectif Vélo-en-Ville. Ensuite, Martial Comble pour les coursiers solidaires. Et Maxime du Colombier pour les vélos cargo. On n'épuise pas déjà certaines questions, non? On fera tout à la fin. On fera tout à la fin. On va essayer d'être plus rapide que les personnes précédentes pour laisser de la place aux questions et aux échanges. Allez-y. Oui, je tiens tout d'abord à remercier, à dire bonjour et à remercier tous les participants, puisqu'on est quand même là avant tout pour eux. On est rapidement rentré dans le vif du sujet où on nous a expliqué directement des services très techniquement. J'ai essayé peut-être de recadrer ça un petit peu et de prendre un petit peu du recul sur ces services par le vélo et pour le vélo ou les services faits par le vélo et pour les cyclistes. Mais avant tout, je vais prendre quelques instants pour présenter l'association que je représente aujourd'hui. L'association collective Vélo en Ville est une association basée à Marseille qui a été créée en 1996, donc il y a
déjà pas mal de temps et qui est une association d'intérêt général dont le but, l'objectif statutaire est de faire la promotion du vélo, mais aussi des alternatives à la voiture particulière. Et c'est pour cela que, pour faire écho à la précédente table ronde qui s'est tenue juste avant, nous travaillons aussi sur la place des autres modes de transport que sont notamment la marche à pied. On ne s'occupe pas des transports en commun parce que nous pensons qu'ils sont déjà assez bien défendus par les opérateurs locaux. Mais nous nous occupons donc de répartir l'espace public et de réfléchir un petit peu à un partage équitable de la voirie. Donc, pour atteindre cet objectif de la promotion du vélo et des alternatives à la voiture particulière, notre association a développé depuis donc 24 ans maintenant tout un panel d'actions pour atteindre cet objectif. Alors, nous sommes relativement connus, notamment pour nos actions en termes d'aménagement cyclable, d'infrastructures, où nous travaillons depuis toujours, ou en tout cas plus précisément depuis 15 ans, avec les différentes collectivités territoriales, avec la ville de Marseille, la métropole, le conseil régional, le conseil départemental et d'autres établissements publics pour faire en sorte que le territoire soit mieux aménagé pour le vélo, mais aussi pour la marche à pied. Alors, parfois, ces collaborations sont fructueuses. On peut par exemple citer l'aménagement de la piste cyclable de la Corniche, qui aura tout de même pris 15 ans d'efforts pour notre association, mais qui aura quand même débouché sur une magnifique réalisation. Et on peut se targuer d'avoir une des plus belles pistes cyclables aujourd'hui de France à cet endroit-là. Parfois, ça se passe moins bien. Notre association a dû effectivement faire plusieurs recours au tribunal administratif pour faire respecter certains articles de loi qui s'imposent aux aménageurs et qui imposent notamment que des pistes cyclables soient faites sur la voie. Nous sommes également connus pour des actions pour le grand public, puisqu'il s'agit de créer des cyclistes, et donc il faut qu'on aille parler à des publics qui ne sont pas encore convertis au vélo transport, au vélo de tous les jours. Et donc, nous organisons des événements tout au long de l'année, dont notamment la fête du vélo, pour convertir de nouvelles personnes au vélo, fête du vélo qui s'est d'ailleurs plusieurs fois déroulée sur la corniche Vieille, pour montrer qu'un aménagement d'une autre corniche était possible à cet endroit-là. On travaille aussi toute l'année sur de la communication aussi vers ces personnes qui ne sont pas encore convaincues au travers de toute la communication sur les réseaux sociaux, sur notre site web, nos newsletters et nos présences dans les médias. On est moins connu, par exemple, pour toutes nos actions vers les entreprises, où là, on va s'adresser à des entreprises, des administrations, des écoles, des collèges, des centres sociaux, tout plein de publics qu'on cible et qu'on essaye de convertir là, encore une fois, mais de manière plus ciblée. Et enfin, pour encore une fois atteindre cet objectif de promotion du vélo et de créer de nouvelles vocations, de créer de nouveaux cyclistes dans la ville, on a développé tout un panel de services à destination des cyclistes. On y reviendra peut-être un petit peu plus tard, notamment la vélo-école, pour apprendre et apprendre à faire du vélo, et aussi les ateliers vélo participatifs et solidaires, qui sont dans une dynamique très forte depuis pas mal d'années aujourd'hui. Et donc, ces services que nous qualifions de services pour les cyclistes, historiquement, ils n'étaient pas du tout évidents, puisqu'il y a un petit peu plus d'une dizaine d'années, les plans vélo ou les schémas vélo, les schémas directeurs mode doux à l'époque, se consacraient exclusivement à l'infrastructure, vous l'avez dit tout à l'heure. Les aménagements cyclables étaient l'alpha et l'oméga de la promotion du vélo. Et à ce moment-là, on s'est rendu compte qu'on pouvait compléter ce développement d'infrastructure par aussi des services pour les vélos. Et donc, depuis cette époque-là, une quinzaine d'années, se sont développés différents services vélo par différents acteurs et avec différentes dynamiques. Par exemple, un des premiers ateliers vélo de France, le premier atelier vélo de France de réparation, où on vous apprend à réparer votre vélo, est né en 1994 à Grenoble, au même moment à Lyon aussi également.
et ont végété encore pendant pas mal d'années. Et puis, en 2007, on a pu inaugurer, par exemple, le premier service de vélo en libre-service, qui, lui, a été développé par un opérateur privé, JC Deco. Là, on va mettre à disposition des vélos en libre-service dans la ville pour que les gens se l'approprient, les gens qui n'ont pas forcément un vélo à cette époque-là et qui vont utiliser cette bonne occasion de se mettre au vélo une fois par jour et puis pourquoi pas après une fois par an, une fois par mois, puis une fois par semaine, et pourquoi pas après acheter leur propre vélo. Dans le même temps, les ateliers vélo, pour reprendre encore cet exemple-là, se fédèrent et créent un réseau national qui s'appelle l'Heureux Cyclage, qui fédère tous ces ateliers vélo et qui signe leur charte en 2009 à Marseille, où on les accueille. Notre atelier vélo les accueille à Marseille et il n'y a que 6 ateliers vélo en France à cette époque-là. Nantes, Dijon, Toulouse, Lyon, Marseille. J'en oublie peut-être un. Et à partir de là, ce réseau est lancé et ce réseau fait la promotion de ces ateliers vélo. Et aujourd'hui, on peut en compter plus de 300 en France. Donc, une belle dynamique. Et c'est pourtant un service vélo qui est essentiellement porté par des dynamiques associatives et très, très peu porté par les collectivités, j'ai envie de dire subventionné par les collectivités, contrairement par exemple au vélo en libre-service, qui est un des services vélo, peut-être pas le plus répandu, enfin, ce n'est pas le plus répandu, mais qui est largement le plus subventionné par les collectivités. Donc, on voit que historiquement, il y a des développements assez différents, des portages politiques assez différents et économiques assez différents, et des opérateurs assez différents. Il y a aussi le cas des vélos-écoles qui sont portés par le secteur associatif et toutes les associations qui se regroupent sous la bannière de la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB, dont il faut rappeler l'existence aujourd'hui, ça n'a pas encore été fait, et c'est très important puisque la FUB porte toutes nos revendications au niveau national. Et puis, il y a tout un tas d'autres services vélos qui ont pu être élaborés, comme notamment le vélo, la location de vélos longue durée, les consignes en gare, le stationnement vélo en ville, les aides à l'achat de vélos électriques, la location de vélos classiques et non pas électriques. Et donc, aujourd'hui, alors qu'il y a une dizaine d'années, on n'avait aucun service vélo, aujourd'hui, on a tout un panel de services vélo et il s'est posé la question à un moment, en 2015, mais alors, de tous ces services vélo, est-ce qu'il y en a qui sont plus efficaces que d'autres? Est-ce qu'il y en a qui sont plus efficients que d'autres? Est-ce que moi, dans ma ville, avec mon vélo en libre-service, ça suffit ce que je fais? Nous, notre association, on a milité pendant des années pour dire il faudrait un peu plus de pistes cyclables. Le vélo en libre-service est arrivé à Marseille en 2008. Nous, on a dit c'est bien beau d'avoir des vélos en libre-service, mais en fait, si on n'a pas de pistes cyclables pour faire des vélos, ça va être un petit peu compliqué. Et dans le même temps, on a dit c'est bien beau ce vélo en libre-service, mais si on n'a que le vélo en libre-service, c'est un peu mettre tous ces œufs dans le même panier. Et est-ce que ce panier est efficace? C'est la question. Donc aujourd'hui, nous, on se ravit de voir que le nouveau plan vélo incorpore tout un panel de services vélo. On en est très heureux, très content. Maintenant, je me réfère à l'étude qui a été faite en 2015 par l'ADEME et à laquelle nous avons participé, ou j'ai pu participer au nom des fédérations. Est-ce qu'il y a des services vélo qui sont plus efficaces? Voilà. Donc, l'ADEME a mené cette étude en 2015, dont les résultats ont été publiés en 2016 et en 2017. Et on peut, alors je ne vais pas faire le détail de cette étude, mais on peut y lire les impacts de ces services vélos. Et il y a différents types d'impacts. Est-ce que le vélo en location longue durée va économiser des émissions de gaz à effet de serre? Est-ce que la vélo-école va permettre d'économiser des kilomètres de voitures parcourues? Quel service vélo va influer le plus sur l'activité physique, etc., etc. Donc, il y a tout un panel d'impacts qui ont été mesurés et des services. Et on peut voir, en gros, lesquels sont les plus efficaces, lesquels sont les plus efficients. Est-ce qu'avec 1 euro investi dans ce service vélo, est-ce que je vais gagner les mêmes choses qu'avec un autre service vélo?
le vélo en location longue durée a montré ses avantages de son certain aspect. D'autres services vélo ont leurs avantages aussi. Et donc, je pense qu'il est intéressant que pour ceux qui sont intéressés, pour comparer ces différents services vélo, qu'ils puissent aller sur le site de l'ADEME, donc l'ADEME qui est aujourd'hui rebaptisée l'agence de transition. Vous tapez dans un moteur de recherche service vélo ADEME et vous allez tomber sur cette étude qui compare un petit peu les différents services vélo. Juste pour conclure mon allocution, nous, dans notre association, effectivement, on porte une vélo-école et un atelier participatif et solidaire de réparation de vélo. La vélo-école, on vous apprend ou on vous réapprend à faire du vélo parce que le vélo, ça ne s'oublie jamais, mais à Marseille, il faut quand même bien se rendre compte du parcours du cycliste qui consiste à apprendre à faire du vélo par Borelli à l'âge de 5 ans. Et après, on est interdit de faire du vélo parce que c'est trop dangereux dans la ville. Voilà. Et donc, quand on a 20 ans, 30 ans, 40 ans ou plus, et qu'on décide de se remettre au vélo, c'est loin d'être évident, surtout dans notre ville. Donc, nous, dans l'association, on vous apprend à faire du vélo. D'ailleurs, vous pouvez bénéficier de coups de pouce vélo remise en selle, qui est un coup de pouce fait par l'État pour vous aider à vous remettre en selle. Et on a également donc, cet atelier vélo participatif solidaire qui a été créé en 2004 à Marseille, un des premiers ateliers vélo de France, où là, on vous apprend, ou on vous réapprend à réparer un vélo. Encore une fois, on vous autonomise à la fois dans la pratique du vélo et dans la réparation du vélo. Et donc, vous venez, l'atelier est ouvert quasiment tous les jours, pas le dimanche. Et on vous apprend à réparer votre vélo avec le conseil des bénévoles, avec des outils à disposition, des conseils, des pièces d'occasion, des pièces neuves. Et comme ça, vous êtes autonome sur la réparation de votre vélo. Et le jour où votre vélo est crevé, vous ne le laissez pas à la cave pendant un an, en attendant la prochaine rentrée scolaire pour vous remettre à nouveau au vélo. Ces ateliers vélo ont montré leur bienfait, notamment dans cette étude de l'ADEME, que, encore une fois, je vous invite à aller regarder, puisque c'est quand même une bonne partie de notre table ronde aujourd'hui, que ces services qui sont rendus, qui sont à destination des cyclistes et qui sont là pour soit les aider à se mettre au vélo, soit pour les maintenir, parce que, encore une fois, si on prenait une terminologie un petit peu marchande, il s'agit avec le vélo de gagner des parts de marché sur les autres modes de transport, notamment celui de la voiture, avant tout. Mais il faut aussi garder ces parts de marché. Il faut aussi maintenir les cyclistes, notamment, par exemple, en luttant contre le vol de vélo, parce que quand vous faites voler votre vélo 3 fois en 6 mois, vous avez plutôt tendance à vouloir abandonner. Donc, il est important de maintenir aussi ces cyclistes sur leur vélo. Merci Cyril. Avant de passer la parole à Martial, simplement pour dire que sur la métropole, le réseau associatif propose, si je ne me trompe pas, 7 ateliers. Donc, il y a l'embarras du choix selon là où on habite. Martial, pour les coursiers solidaires. Donc, Martial, comme l'un des adhérents bénévoles de coursiers solidaires, en fait, des bénévoles, des adhérents. Alors, les coursiers solidaires, c'est assez récent, ça a été créé lors du premier confinement, d'abord à Annecy, puis Montpellier et enfin Marseille. Alors, l'idée était d'aider les personnes âgées ou les personnes qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas sortir pendant le confinement, les aider à faire leurs courses et aussi à travailler en coopération avec les couturiers solidaires. On prenait donc la matière première, des tissus, du fil, des aiguilles, on les livrait à des couturiers solidaires qui, en échange, nous redonnaient leur production de blouses et de masques pour les hôpitaux. À Marseille, les coursiers solidaires se sont développés assez rapidement et de façon assez forte en s'associant avec des associations caritatives comme Secours Populaire 13, Maraban, qui est un centre de distribution de colis alimentaires, et marchés solidaires. Aujourd'hui, les coursiers solidaires, c'est donc une centaine de cyclistes, on va dire ça comme ça, plus de 10 000 kilomètres cumulés, et à peu près 15 tonnes, on estime à 15 tonnes de produits alimentaires et de biens de consommation de première nécessité distribués. Alors, les coursiers solidaires coopèrent avec les associations, n'intervient pas dans le choix des bénéficiaires de ces colis, c'est la responsabilité et l'expertise de ces associations. Nous, on s'assure de faire le transport entre l'association et le bénéficiaire.
Ça leur permet à ces associations d'économiser un peu d'argent, c'est-à-dire qu'avant, ils faisaient des livraisons avec des voitures ou des camions, des camionnettes. Surtout, ça leur permet de leur libérer du temps, puis passer à la distribution pour s'occuper et se focaliser sur leur premier métier qui est d'identifier les bénéficiaires et trouver les moyens de les aider. Et aussi, ça a évité ces grandes queues de personnes qui venaient chercher leur colis alimentaires sur le trottoir. Alors aujourd'hui, comme je disais, on est une centaine de bénévoles, de cyclistes. On s'organise au travers de groupes WhatsApp dédiés par mission. On couvre aussi les marchés, on récupère des fruits et légumes sur les marchés. On fait 5 à 6 marchés sur Marseille, 3 à 4 fois par semaine. On récupère en moyenne 50, 70, des fois voire 100 kilos de fruits et légumes qu'on redonne aux associations qui vont faire des plats cuisiniers qu'on livre le soir aux maraudes de Marseille. Donc c'est quelque chose qui tourne. On a quand même le projet aussi de se développer, par exemple de pouvoir insérer des jeunes en difficulté à nous accompagner à faire les livraisons également, dans le cadre de Tous en Selle, par exemple, ça permet de développer le vélo. On a des idées aussi de développement au niveau de la récupération de biodéchets comme les huiles de friture, c'est à voir. Voilà, donc c'est quelque chose qui tourne assez bien, mais vous pouvez. Le Conseil solidaire accueille toujours des bénévoles. Allez voir sur le site, sur Facebook, Coursier solidaire, ou écrivez le mail, c'est coursier pluriel, solidaire pluriel, avec un code. Vous aurez toutes les informations que vous souhaitez. Et enfin, comme toute association loi 1901 qui est animée par des bénévoles, ça n'empêche pas qu'on a quand même des besoins financiers. Alors, on souhaiterait par exemple pouvoir acquérir un vélo cargo électrique en location, longue durée. On souhaiterait surtout avoir un local de 20 à 25 mètres carrés environ dans le centre de Marseille et pouvoir fabriquer aussi ou acheter des remorques vélo. C'est quand même plus pratique. La plupart des coursiers font ça sur leur vélo de ville avec des gros sacs à dos. Ce n'est pas très confortable et très prudent. Et on a donc lancé une collecte sur Hello Asso. On a quelques dons, mais enfin c'est assez limité. On espère quand même pouvoir se développer un peu plus. Merci Martial. Toutes ces informations, de toute façon, on pourra les donner par un compte rendu, mais une information plus globale qu'on enverra à tous les participants qui se sont inscrits sur le lien. Et donc, vous aurez ce type d'informations avec les liens pour accéder, que ce soit pour les piétons, que ce soit pour ce que vient de dire Martial. Maxime Ducoulombier, pardon. On commence aussi à prendre un peu d'ampleur. On a par exemple un vélo cargo qui nous a été mis à disposition gracieusement par Plus Belle la Vie. Très bien. Et une association de fabrication de remorques. Donc, ça nous permet d'avoir plus d'efficacité. Puisqu'on parle de vélo cargo, on va passer la parole à Maxime Ducoulombier. Bonjour à toutes et à tous. Merci à FNE et merci à Randam de nous avoir conviés aujourd'hui. Je suis là aujourd'hui, je suis le cofondateur d'un collectif, d'une SIC qui s'appelle Synchronicity, qui est un collectif d'acteurs engagés sur les questions environnementales. Il faut savoir que le vélo a une place prépondérante sur les attentes des Marseillais. Quand il y a 2 ans, quasiment jour pour jour, on organisait les premières marches pour le climat qui rassemblaient plus de 15 000 personnes sur Marseille. La deuxième thématique qui était abordée par les Marseillais, à plus de 20%, c'était le souhait de mobilité, notamment le vélo. On pouvait d'ailleurs, juste derrière la première thématique, qui était la question des déchets et de la propreté. Donc, Synchronicity est basé sur ce système d'un acteur de site qui regroupe des experts sur les différentes thématiques de l'économie circulaire. Le premier, effectivement, c'est plutôt mon dada, c'est la partie la valorisation que les gens appellent des déchets, ce que nous on appelle des gisements.
La deuxième, c'est tout ce qui est circuit court, et notamment le circuit court locavore, comment est-ce qu'on peut aider les productions locales à être mieux distribuées sur le territoire. Et évidemment, pour nous, c'était une évidence d'utiliser la cyclo-logistique pour pouvoir, d'un côté, massifier, collecter ces gisements, et de l'autre côté, utiliser les boucles logistiques pour pouvoir livrer les produits auprès des professionnels et des particuliers. J'aime bien les chiffres, je vais vous en donner quelques-uns. La cyclo-logistique sur Marseille, c'est également, c'est déjà plus de 50 emplois. Donc, il y a 6 structures de cyclo-logistique sur Marseille. Ces 6 structures réalisent à elles seules plus d'un demi-million de kilomètres par an sur le territoire, et également plusieurs centaines de tonnes de produits transportés. Par exemple, la Gilandville transporte à elle seule, fait à elle seule plus de 50 000 livraisons par an. Donc, derrière le côté, on n'oublie pas évidemment dans la partie vélo, le cyclo-loisir, le cyclo-tourisme, le vélo-taf. Je pense que malheureusement, on sous-estime les capacités de la cyclo-logistique, notamment grâce à un nouveau système vélo électrique et remorque embarquée qui permet de transporter de nombreuses choses. La logistique en ville, quand on parle de qualité de vie, il faut savoir que le dernier kilomètre représente déjà 50% du coût de la logistique. Quand vous envoyez un colis de Paris qui arrive sur Aranc et de Aranc pour être livré à Castellane, 50% du prix de la livraison est le coût Aranc-Castellane. Donc c'est une réalité économique. C'est aussi l'importance du vélo dans cette réalité. Le dernier kilomètre représente 20% du trafic qui est réalisé sur Marseille, 25% du CO2 qui est émis et 30% des particules fines. Donc, quand on parle de vélo, il faut aussi voir tout cet impact plaisir, mais c'est aussi dans le cadre notamment de la mise en place de la ZFE-M qui doit arriver en 2021 sur Marseille et sur lequel la métropole travaille à travers notamment le service d'Émilie Fritsch et de Raphaël Marie. La ZFE-M, c'est 19 km² qui représente 314 000 habitants, 172 000 emplois, 42 000 scolaires. Dans cette zone, en 2021, à partir du moment où vous aurez tous ceux qui auront des véhicules avec des critères supérieurs à 2 ne pourront plus circuler. Comment est-ce qu'on organise la logistique dans cette zone de vie économique sur l'aller et sur le retour? La cyclo-logistique a prouvé qu'elle était 10 à 15% plus efficace que n'importe quel système carbone. Sur cette partie, après, je vais laisser du temps parce que je pense que c'est important qu'on puisse échanger. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées. Donc, je vais m'arrêter là sur ces questions. Merci Maxime. Monsieur Philippe Buffard, quelles sont les premières questions à poser à vos invités? Alors, tout d'abord, à Cécile Balestrini, concernant le vélo location longue durée. Certains trouvent les tarifs trop chers et ils disent aussi que le tarif du pass métropolitain est trop cher pour certaines catégories de personnes défavorisées, les étudiants, etc. Les gens qui ont peu de revenus. Voilà. Donc, ça, c'est une première question. Après, il y a des questions sur l'embarquement des vélos dans les cars. Je sais qu'il y avait des questions pour M. Ponce. Oui, oui. Il est toujours là. Oui. Je sais pas, on peut peut-être s'allier. Après, pour la métropole, je sais que ça ne concerne pas directement Cécile, plutôt la direction générale de la voirie. Les passes vélos sont absolument honnis, aussi bien à la Ciotat où notre correspondant nous dit qu'il y a 19 passes vélos sur la nouvelle voie verte qui vient d'être 15 passes vélos sur la nouvelle voie verte qui vient d'être inaugurée. Sur Marseille, je peux en citer aussi 19 sur au-dessus de la L2. Donc, c'est des choses absolument inadmissibles pour les. Ça fait. Voilà, oui. Oui, puis les communes, parce que parfois c'est sur les espaces que vous citez, ceux de Marseille, c'est parfois les jardins, les parcs, les espaces verts qui les installent. Vous parlez donc les passes, je pense que tout le monde a compris, mais c'est ces éléments anti-intrusion qui sont posés pour éviter que les scooters ne rentrent et qui rendent en effet la circulation des vélos parfois assez compliquée, même accidentogène. Je ne sais pas si M. Ponce veut répondre sur le vélo location longue durée, sinon je peux répondre. En effet, je n'ai peut-être pas parlé des tarifs. En effet, le vélo location longue durée a un tarif grand €, 19 € par mois, avec deux autres tarifs. Un tarif solidaire qui se base sur les mêmes règles de tarif de location solidaire que le transport. Une politique tarifaire qui est à peu près similaire. Donc, ce tarif solidaire, lui, est aux alentours
autour des 20 € et un tarif de mobilité donc pour essayer que les gens cumulent TC et transport en commun et vélo, qui lui est aussi aux alentours des 20 €. Donc en effet, le tarif de 39 €, il peut paraître important, il peut être important pour certaines catégories. Il peut y avoir des personnes, c'est vrai, qui n'ont pas le tarif solidaire parce qu'elles ne rentrent pas dans ces considérations et qui pour elles, 39 €, c'est quelque chose d'assez important. Alors, on en est assez conscient. On sait aussi que beaucoup de personnes qui se tournent vers ce service, qui est pour nous en fait un service, enfin, on n'est pas là pour faire concurrence aux vélocistes. Donc, c'est important que les gens qui ont envie de s'acheter un vélo puissent continuer à s'acheter un vélo. On est là pour essayer que les gens qui vont au travail avec leur voiture, travaillent notamment au travail, parce que c'est une principale source de déplacement quotidien régulier. Donc, l'objectif, c'est que ces gens-là se disent, tiens, si j'essayais, au lieu de prendre ma voiture tous les jours pour aller au boulot, si j'essayais de passer sur autre chose. Donc, c'est vrai que notre cible principale, c'est les salariés. C'est une cible principale parce que c'est eux qu'on essaie de convaincre de laisser la voiture au quotidien. Alors, ce n'est pas que les salariés, évidemment, il y en a plein d'autres qui utilisent leur voiture, qui pourraient passer au vélo et qu'un test peut intéresser. Et c'est vrai que ces salariés-là, eux, ont très facilement, en tous les cas, c'est une obligation légale, ils ont un remboursement, puisque vous avez, c'est légal, vous pouvez vous faire rembourser 50% de votre type de transport. Et en fait, les services de location vélo longue durée rentrent dans la même catégorie que ce remboursement du type de transport. Donc, de même, légalement, votre employeur devrait pouvoir vous rembourser 50% à minima de ce tarif. Ce qui ramène déjà à moins de 20 € par mois. Et il y a des entreprises peut-être un peu plus engagées sur les questions de développement durable qui vont jusqu'à des remboursements de 80%, voire plus. Alors, en effet, ça ne regroupe pas tout le monde et il y aura forcément, bien sûr, des personnes qui peut-être ne pourront pas en bénéficier. Mais déjà, ce tarif-là nous permet quand même de pouvoir proposer un service aussi de qualité avec un business model qui tient à peu près la route. L'objectif aussi, l'intérêt de ces services de location longue durée, c'est aussi de pouvoir continuer à en proposer un peu plus. Là, on a 2000 vélos, on espère pouvoir en proposer plus. Donc, il faut aussi des recettes, même s'il ne faut pas qu'elles soient, on n'est pas là pour faire des bénéfices. On est forcément déficitaire dans une offre de service public. Mais l'objectif, c'est de pouvoir équilibrer. Et c'est aussi que nos vélos, un tarif, alors c'est peut-être mais c'est aussi que nos vélos ils soient utilisés. Moi, j'étais en responsabilité dans une autre collectivité. On avait un service de location longue durée qui n'était pas électrique, qui était musculaire, gratuit. La problématique d'avoir un service gratuit, c'est qu'on avait beaucoup de gens qui prenaient le vélo, qui le gardaient, mais qui ne l'utilisaient pas. Alors, je dirais que c'est un biais que vous retrouvez sur plein d'autres choses, mais c'est vrai que c'est une démarche volontaire de payer, même si c'est que 20 € par mois. Et ça garantit aussi que la personne, elle en est vraiment un usage. Donc, c'est vrai que ça a été un parti pris. On a beaucoup benchmarké pour mettre en place ce service. 39 €, on est sur le modèle de beaucoup d'autres collectivités en France. On n'est pas plus cher. On est parfois même moins cher. On est parfois plus cher que certaines, mais on est moins cher que d'autres. Donc, on est vraiment dans une moyenne. Voilà un peu les raisons. Par contre, peut-être une petite question. Si Olivier Jourdan de couper son micro, merci. Et sinon, j'ai une question. Est-ce que le coût de la location cette location de vélos à assistance électrique peut être éligible au illégal? Parce que quand j'entends j'entends le fait que, à juste raison, il y a la volonté de cibler les salariés, c'est peut-être une occasion pour que la métropole rencontre des associations d'entreprises et favorise la mise en œuvre du forfait mobilité durable et de prendre en compte ce type de location l'intégrer dans le forfait. Enfin, moi, c'est une suggestion qui mérite d'être vue. Philippe, peut-être les questions pour M. Ponce. Oui, concernant donc l'embarquement des vélos dans les cars, c'est plébiscité. Globalement, tout le monde en est très content. On dit que la SNCF ferait bien de s'en inspirer. Mais par contre, il y a un certain bémol. L'accroche verticale n'est pas du tout pratique pour des vélos lourds tels que les VAE, par exemple. Donc, ça, c'est un point négatif. Il y a également des questions concernant l'extension de cet embarquement sur d'autres lignes, comme Aix-Marseille, je ne me rappelle plus encore Martigues, je crois. Voilà, quid de
l'avenir de cette. Je dis autrement, comment on développe cette Voilà. expérimentation sur d'autres lignes Voilà. de la métropole. Exactement. La réponse, c'est pour M. Ponce ou c'est pour Merci. moi? Je pense. Il y avait, j'avais une autre question. Est-ce que j'ai la parole? Pardonnez-moi. Oui, oui, vous avez la parole. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais devoir vous quitter. Je vais juste faire un petit résumé, si vous permettez, puis je vais répondre à la question du monsieur sur l'embarquement des vélos. D'abord, je voulais juste vous remercier de m'avoir accueilli ce matin. Encore mes excuses pour la première réunion. Je voulais remercier Mme Balestrini au niveau de la métropole, dans les services de la DGA Transport, qui fait un travail remarquable et qui est très, très pointu sur toutes les problématiques de vélo. Voilà, vraiment, vous avez l'interlocuteur privilégié nettement plus pointu que moi sur ce sujet-là. Je voulais également donner mon appréciation sur l'association Randam. L'association Randam, si vous le permettez, je vous considère comme notre plateforme interlocutrice vis-à-vis de toutes les associations. Et pour nous, en métropole, il est très important qu'on ait remonté de toutes les associations, toutes les problématiques. Et très honnêtement, ce matin, j'ai écouté les propos des diverses associations avec beaucoup d'intérêt. Donc, je vais essayer un petit peu de refaire, si vous permettez, une modeste synthèse de tout cela. D'abord, vous dire que l'utilisation des vélos, elle n'est jamais la même selon les zones de la métropole. On ne peut pas comparer l'utilisation d'un vélo sur le pays salonnais, Port Saint-Louis-du-Rhône, dans les Alpes, là où j'ai la chance d'habiter, ou sur Marseille, ou sur le pays d'Aubagne. Donc là, vraiment, il y a des problématiques qui sont complètement différentes. Il y a les distances, il y a les problématiques des transports en commun, les problématiques des pistes cyclables. Et c'est vrai que Marseille accapare la problématique des transports en commun, mais malheureusement, il n'y a pas que Martigues, il n'y a pas que Marseille, pardonnez-moi, il y a toute la zone métropolitaine. Et il y a des différenciations énormes, même si sur cette zone propre, puisque je suis au département aujourd'hui, cette zone propre, il y a des problèmes qui intéressent tout le monde, vu la surpopulation que l'on a. Voilà. Moi, je vais juste vous dire un petit propos, ça va rejoindre un peu les propos de Laurent Benvenuti de la FNTV, que je remercie et que je salue. Il sait pourquoi je suis dans un sujet avec lui très important en ce moment. Je ne l'ai pas oublié, loin de là. Moi, je voulais juste vous dire que si l'on considère la problématique urbaine, je vous invite à vous rapprocher du pôle d'échange multimodal de la Fourragère. Moi, je pense que la chance que l'on a sur la métropole Aix-Marseille-Provence, c'est que on a déjà des prestataires de services via l'association, la FNTV, qui sont remarquables. On a également la chance d'avoir des régies, dont une des deux régies organise la RDT 13, dont je suis le président, et qui organise justement ces locations de vélos. Donc, je connais assez bien le sujet, si vous voulez. Et le PEM, le pôle d'échange multimodal de la Fourragère, illustre tout à fait tous les propos que vous avez pu échanger tout au long de cette discussion très agréable. Nous avons reçu, la RTM s'est portée volontaire, nous, le métropole, on est notre aval à la RTM, et nous avons reçu le prix de l'intermodalité. Alors, je vous invite, mais vraiment, c'est très, très intéressant, à voir ce qui a pu être fait sur ce pôle d'échange multimodal. Ça traduit exactement tout ce qu'il faut faire pour faire l'intermodalité des transports en commun et justement permettre cette mobilité douce qui me semble très importante. Et pour reprendre les propos du monsieur, je vous prie de m'excuser, mais je n'ai pas la mémoire des noms, qui a parlé du dernier kilomètre et de la zone à faible émission, je pense qu'il est important que ces pôles d'échange multimodaux soient très fonctionnels pour justement permettre l'usage des vélos en corrélation avec des voies qui permettent d'y être, comment dirais-je, à l'aise. Moi, je voulais juste vous dire, avant de conclure, concernant l'embarquement des vélos, bien entendu que ça pose des problèmes d'embarquer des vélos. Monsieur Benvenuti vous l'a dit, la personne qui parlait pour Transdev vous l'a également dit. Ça vient notamment énormément des constructeurs, ça a un coût d'aménager des cars pour faire ça. Nous, en RDT, nous avons pris l'option, avec la location de vélos dont nous a chargé la RDT 13, je vais prendre la casquette de président de la RDT 13, nous avons pris l'option de mettre les vélos dans les soutes et d'avoir des vélos qui aient tendance à être pliables. C'est une option. On va essayer de développer ça également, bien entendu, sur la ligne Aix-Marseille, qui est quand même la première en navette de France, avec presque 3 millions de passagers par an, en temps normal, et pas en temps de Covid, bien entendu, malheureusement. Mais c'est la triste réalité du terrain en ce moment. Donc, nous sommes en train d'étudier toutes les solutions possibles et imaginables. Juste un autre petit point que je voudrais aborder, je suis désolé de balayer tout l'espace comme cela.
juste vous dire que j'ai trouvé la remarque de la logistique du vélo et du dernier kilomètre très, très intéressante. Je pense qu'il ne faut surtout pas oublier un projet qui a été mené, qui est intéressant, c'est la zone de faible émission mobilité. Si l'on ne développe pas une logistique vélo avec les limites que ça peut avoir, parce qu'évidemment, on ne pourra pas tout faire que du tout vélo, ça c'est pas possible. Et je pense que si l'on arrive à faire de la logistique vélo, comme vous l'avez dit, monsieur, je pense que ça peut être très, très intéressant. Sachez quand même que le dernier kilomètre est une de mes préoccupations. Je suis sur le sujet depuis quelques années avec la RDT 13 et maintenant que j'ai repris la fonction de VP mobilité sur la métropole, c'est un de mes sujets de pointe parce que je pense qu'il faut vraiment réfléchir à ce sujet-là avec des hubs à l'entrée de Marseille, avec des parkings relais, avec se servant des transports en commun. Enfin, ouais, j'ai quand même réfléchi depuis quelques années sur ce sujet-là et je pense aussi qu'il ne faut pas que regarder avec notre petit bout à lorgnette, mais je pense qu'on peut avoir des comparaisons avec d'autres pays. Moi, je dis toujours, je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse, je ne l'ai pas, surtout pas. Par contre, ce que je sais faire, c'est aller voir ailleurs ce qui peut se passer. Et je sais que, par exemple, en Hollande, ils se servent de certains transports en commun pour la nuit, amener les marchandises au centre, je crois que c'est Amsterdam ou Rotterdam, je ne me rappelle plus quelle est la ville, je n'ai pas encore eu le temps d'y aller. Et à ce moment-là, pourquoi ne pas développer une chaîne de logistique avec ce que vous avez dit, j'ai perdu le nom, la cyclo-logistique, voilà, c'est ça. Pourquoi pas? Je pense que c'est plutôt un sujet intéressant. Il faut que ça reste dans les proportions que l'on peut développer, mais je pense que c'est franchement un sujet intelligent. Et après, je voudrais juste conclure, si vous me permettez, en disant je pense qu'il y a une piste que personne n'a évoquée, et je pense qu'il faut que la pratique du vélo doit être incitative. Elle ne doit pas être que dans les objets, des buts économiques, des buts de non-pollution. Elle doit être là-dedans, bien entendu, mais elle doit être assez incitative. Et moi, je pense que, et je ne l'ai pas entendu de votre part, ça m'a un petit peu surpris, mais ce n'est pas un reproche, c'est un simple constat. Il existe actuellement une structure qui s'appelle Sport Santé en France. Et je pense que Sport Santé, avec toutes les associations que vous avez, vous pourriez combiner, il me semble, ce n'est pas un conseil, c'est une simple remarque, il me semble que inciter les gens à faire du vélo avec le support de la santé pourrait également être un vecteur de promotion du vélo sur notre territoire. Alors après, bien entendu, c'est un peu plus compliqué que cela, mais il me semble que c'est important que l'on arrive à ça. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je suis désolé, je vais devoir vous quitter. En tout cas, la discussion était très, très intéressante. Merci à vous tous. Vous avez 10 secondes, monsieur Ponce, simplement pour vous remercier de votre participation et pour vous dire que notre réseau associatif, donc il n'est pas uniquement sur Marseille, mais sur l'ensemble des territoires métropolitains, serait très heureux de vous rencontrer pour qu'on puisse poursuivre l'échange et peut-être aller plus loin sur la mise en œuvre de certaines propositions et pour voir comment la métropole que vous représentez et notre réseau associatif pourraient aller un peu plus vite sur la mise en œuvre d'un certain nombre d'aspects. Et vous avez raison de préciser sur l'aspect santé, ça fait partie de notre argumentation, notamment sur l'absentéisme. Quelqu'un qui se déplace en vélo pour aller travailler est souvent moins absent de son travail, sur la santé bien entendu. Et puis, il y a des amis qui font du cyclo-sportif, du cyclotourisme qui sont connectés, qui ne vous diront pas le contraire également sur le plaisir de se promener en vélo sur une métropole comme la nôtre qui ne manque pas de charme. Voilà, encore merci. Et puis, c'est moi. On espère beaucoup avoir la possibilité de vous rencontrer dans un projet. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Au revoir. Alors, je poursuis ma série de questions. À nouveau, vis-à-vis de Cécile Balestrini, on se posait la question de la maison des mobilités de la gare Saint-Charles, par exemple. Et des maisons de mobilité de manière générale qui devraient faire la promotion justement des locations, ne serait-ce que pour pouvoir profiter des forfaits mobilité durable. Actuellement, la maison de la mobilité de la gare Saint-Charles est un peu en sommeil. Alors, elle se réveille et notamment à travers le Vélo Plus. Alors, c'est vrai que la maison de la mobilité, en effet, a été fermée à la gare Saint-Charles. Par contre, les autres boutiques de la mobilité, c'est vraiment les points d'appui, si on parle pas que du Vélo Plus, mais si on parle du Vélo Plus, c'est vraiment les points d'appui, puisque nos points de retrait de ces vélos, puisque vous allez sur le site internet, vous sélectionnez le vélo, vous sélectionnez le lieu, et ensuite vous prenez rendez-vous à une boutique de la mobilité qui est un point de retrait. Alors, on en a rajouté une à Pertuis, parce que sinon ça fait un peu loin, parce qu'on n'a pas de boutique de la mobilité, donc on a un point de retrait à Pertuis. Vous prenez rendez-vous auprès d'une boutique de la mobilité et vous venez retirer votre vélo. On a un petit camion qui
stationne juste à côté, vous venez le retirer. Donc l'objectif, en effet, c'est que ces boutiques de la mobilité soient des endroits d'information, de renseignement, puissent vraiment vous guider dans tous ces services, que ce soit vélo, piéton ou autre. Je ne dis pas que c'est parfait, je pense qu'il y en a des retours dans la boutique et ils ne savaient même pas que ça existait. Normalement, ça devrait plus être le cas, mais c'est vrai que la formation, les boutiques ont été formées sur ça, sur le stationnement vélo, sur toutes les offres vélo. Normalement, les gens sont formés. Aujourd'hui, on ne devrait plus avoir ce type de surprise. Pour revenir à celle de Saint-Charles, vous dites qu'elle se réveille. Pourquoi? Parce qu'en effet, on l'utilise aujourd'hui comme point de retrait pour les vélos, donc le Vélo Plus. Donc aujourd'hui, quand vous prenez rendez-vous à Marseille pour retirer votre vélo, vous allez à la boutique mobilité de la gare Saint-Charles. Alors forcément, elle n'est pas ouverte tout le temps et forcément, pour l'instant, on sert à ça. Par contre, oui, on réfléchit à une autre destination de cette boutique qui pourrait être en effet peut-être le Vélo Plus, peut-être autre. On réfléchit avec d'autres associations, sachant qu'on n'est pas chez nous, puisque ce local appartient à la SNCF. Et donc, on le loue. Évidemment, on n'est pas les seuls autour de la table pour définir l'orientation de cette boutique qui a été permis, qui aujourd'hui sert de point de retrait plus et qui aura peut-être, j'espère, qu'on pourra lui donner une nouvelle destination, enfin une destination de renseignement un peu plus large sur tous les services mobilité, transport. Il reste 3-4 minutes. Il y a encore. Alors, pour les coursiers solidaires, un interlocuteur nous demande si vous pouvez faire la promotion et comment faire la promotion de votre association dans les autres villes comment créer la synergie coursier solidaire ailleurs qu'à Marseille. Je pense que si là je représente Nadia Mercier, qui est la présidente du Coursier solidaire, et Matteo Lombardi, qui est très actif et le fondateur du Coursier solidaire, donc je réponds à leur place. Je suppose que si quelqu'un d'Aubagne, de la Ciotat, de Vitrolles, Marignan, de Wex nous contacte en disant qu'il veut développer l'activité coursier solidaire à Aix, on sera tout à fait heureux de l'aider et de lui dire de nous faire part de notre expérience pour qu'il puisse développer ça ailleurs. Mais c'est une association qui marche avec des bénévoles, donc il faut que les bénévoles soient présents sur le site. Imagine mal un coursier solidaire de Marseille aller faire une activité de livraison à Aix ou à la Ciotat. Donc oui, bien sûr. Donc ils prennent contact avec vous pour avoir des conseils pour développer leur réseau, leur propre réseau. Tout à fait. Et aussi travailler pour les associations caritatives. Il faut faire aussi attention de ne pas empiéter sur l'activité d'entreprises comme les 5-6 sociétés de vélo logistique qui travaillent à Marseille. On n'est pas là pour faire des livraisons de supermarchés à des particuliers. Hein. C'est pas ça. C'est plutôt aider les associations caritatives à faire mieux leur travail avec plus de moyens. D'accord. Une remarque par rapport à la logistique vélo du dernier kilomètre, entre autres. Je contredis un peu M. Ponce qui avait mis des réserves sur oui, le dernier kilomètre avec le vélo, oui, mais peut-être pas pour tout. Je prends l'exemple de Strasbourg où ils ont livré des pavés pour un équipement public en vélo. Donc, avec des péniches. Voilà. Les péniches qui avaient ramené les pavés à proximité du chantier, c'est ensuite les vélos qui nous ont ramenés. Il faut savoir qu'un vélo maintenant professionnel arrive à transporter 180 kg comme une plume, parce que le matériel a beaucoup évolué, et 3 mètres cubes. On collecte, j'ai créé une asso qui s'appelle Ça Cartonne. On collecte les cartons des pros sur l'hypercentre à Marseille. Et les cartons représentant à peu près 25% des volumes des poubelles des Marseillais. Je suis deux fois et demi plus efficace que n'importe quel camion. Parce que on arrive à pénétrer dans les zones où les camions ne peuvent pas aller, on ne gêne pas la circulation, et en plus on le fait de manière écologique avec le côté positif. Sur rejoindre l'alimentation solidaire, effectivement, les coursiers solidaires, il faut le souligner, hein, il y a plusieurs entités qui sont montées partout sur la France. C'est l'entité de Marseille qui est maintenant leader au niveau du territoire, la seule à s'être organisée en termes d'association. Notre objectif sur Synchrony-City, c'est comment est-ce que des modèles économiques qui sont non viables, dans le sens où
c'est distribuer de la nourriture gratuite à des gens qui n'ont pas les moyens de l'acheter. Et donc là, l'idée, c'est de mutualiser nos compétences et nos modèles économiques et pouvoir intégrer dans les conseils solidaires, dans des projets là rentables, par exemple, la collecte des huiles usagées dont on parlait tout à l'heure sur ces publics cibles. Et d'un côté, là, ils apportent la nourriture récupérée gratuitement sur les marchés, c'est évite en plus le gaspillage alimentaire, vont à distribuer ces produits au niveau des antennes solidaires et reviennent avec une écriture usagée. Et là, ils sont payés pour le faire. Donc, c'est un ensemble et un modèle économique qui est forcément transverse. Et je pense que de la même manière dont on parle d'intermodalité, en fait, il ne faut pas prendre le vélo comme quelque chose qui est indépendant par rapport à un ensemble, un système. Moi, je suis moi-même maintenant, j'ai découvert le vélo, pour vous dire, il y a un an, j'ai fait plus de 6 000 km à vélo. J'emmène mes 2 filles à l'école, donc avec un vélo, on peut transporter ces 2 enfants sans aucun problème. Et je mets 2 fois moins de temps que quand je le faisais en voiture. Donc, voilà. La cyclo-logistique est un moyen extrêmement performant pour réussir à livrer et à récupérer les choses. Bien, écoutez, un grand merci à vous toutes et tous, Monsieur Benvenuti, Monsieur Blasco, Cyril Pimentel, Cécile Balestrini, Marcel Combe et Maxime Colombier pour cette dernière table ronde de cette matinée. Je vous rappelle qu'on se retrouve vendredi 11 décembre à partir de 9h30. Nous aurons une première table ronde sur où en est-on dans les réalisations des pistes cyclables sur la métropole, donc dans le cadre du plan vélo, et également sur les coronapistes. Donc nous aurons Monsieur Ligonetto, nous aurons, je crois, Monsieur Ponce, peut-être pas, mais enfin bon, nous aurons un certain nombre d'intervenants de qualité comme aujourd'hui. Et ensuite, la deuxième table ronde sera pour atteindre 20% de part modale pour le vélo, qu'est-ce qu'il convient de faire en sachant que vous avez des villes en Europe ou en France où soit ils sont sur le point d'atteindre ces 20%, soit ils les ont déjà dépassés. Et donc, sur notre territoire métropolitain, qu'est-ce qu'il convient de faire? Et là, donc, c'est un peu une démarche un peu prospective et aussi avec des intervenants de qualité, le CEREMA, la gamme. Une particularité quand même, dans la première table ronde le matin, nous aurons un conseiller métropolitain délégué au schéma d'ensemble de la voirie métropolitaine. Donc, c'est une délégation qui est nouvelle et qui intègre le vélo sur l'ensemble du territoire de la métropole, hors l'ex-communauté urbaine, ce qu'on appelle couramment le CT1. Voilà, donc ça promet des échanges intéressants en espérant leur donner encore une suite. Voilà, bon appétit et à vendredi. Merci.